Bonjour. Je me présente brièvement. Thierry Coudray, je suis trésorier de l'association Wikimedia France. Wikimedia France, c'est une des 30 associations qui, dans le monde, promeut Wikipédia et l'ensemble des projets Wikimedia, parce qu'il n'y a pas que Wikipédia. Wikipédia a tendance un peu à écraser les autres projets. Il y a un dictionnaire en ligne, il y a une médiathèque en ligne, il y a Wikisource qui est un recueil de textes tombés dans le domaine public. Ils fonctionnent tous sous le même principe, c'est-à-dire un principe collaboratif, en ligne et sous licence libre. Alors, Wikipédia, qui est le principal projet, c'est quoi? Alors, souvent, en général, quand on fait une présentation, les gens sont contents, on dit « Ah, enfin, je peux mettre un visage sur Wikipédia », ce qui est faux. Parce que Wikipédia, c'est une communauté. Et même, je suis un peu gêné par votre présentation quand vous dites Wikimedia. Wikimedia, c'est juste une association de support. Wikipédia, c'est vraiment une communauté. Et comme c'est sous licence libre, ça appartient à tout le monde. Le but de Wikipédia, c'est vraiment ça. C'est un projet qui est totalement utopiste. Et c'est une utopie qui fonctionne. J'ai même de temps en temps du mal à expliquer pourquoi ça fonctionne, parce que je peux vous donner 36 000 raisons pour lesquelles ça ne devrait pas fonctionner, et pourtant ça fonctionne. Et le but de Wikipédia, c'est que tout le monde puisse accéder librement à la connaissance. Donc c'est un projet qui est très ambitieux. Internet nous aide beaucoup. Le projet existe en 270 langues. Le Wikipédia en anglais représente environ 50% du poids global de Wikipédia. Viennent ensuite, donc ils ont plus maintenant de 3,5 millions d'articles. Viennent ensuite le Wikipédia en allemand qui doit être 1,3 million. Le Wikipédia en français suit juste après. On a dépassé le million d'articles. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que sur le Wikipédia en français, il doit y avoir entre 400 et 500 nouveaux articles qui se créent par jour. Un des moyens... je ne sais pas si on peut accéder à Internet. Ah, ça n'a pas l'air de... Si. Non, ça fonde. Bon, c'est dommage, en fin de compte, vous auriez vu un compteur en temps réel de toutes les modifications sur Wikipédia. Vous auriez vu un compteur qui dépasse maintenant 1,2 milliard de contributions depuis que le projet existe. Et ce compteur tourne à toute vitesse et en permanence. C'est-à-dire que, quelle que soit l'heure ou le fuseau horaire, vous avez en permanence et sur toutes les langues des modifications qui interviennent sur Wikipédia. Je vais insister sur ce terme de librement réutilisable qui surprend souvent un peu les gens. Je pense que vous connaissez un peu le monde du logiciel libre, enfin en tout cas Firefox. Wikipédia et les projets Wikimedia se placent un peu dans ce mouvement-là. Nous sommes ce qu'on appelle une encyclopédie libre, c'est-à-dire qu'elle est gratuite. Elle sera toujours sans publicité, ce qui étonne un peu aussi les gens. Nous vivons, Wikipédia ne vit que des dons. Donc en tant que trésorier, je vais être obligé de vous dire que notre campagne de levée de fonds, c'est à la fin de l'année, mais que vous pouvez faire un don n'importe quand, en allant sur notre site. Le librement réutilisable, ça veut dire aussi que vous pouvez très bien prendre Wikipédia, prendre les articles de Wikipédia, écrire un livre avec si vous avez envie, et de le publier. Je vais donner un exemple très précis, parce que j'en suis assez fier. Il y a une phrase de moi dans le dernier prix Goncourt, page 73. En fin de compte, Michel Houellebecq a repris 3 ou 4 articles de Wikipédia sur la mouche, sur la ville de Beauvais, je crois, et sur Frédéric News. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas respecté la licence. Donc on a un peu discuté avec Flammarion, donc dans les prochaines rééditions, devrait être cité Wikipédia. Quand je dis c'est librement réutilisable, il a tout à fait le droit de le faire. Il a tout à fait le droit même de le faire pour un but commercial. La seule chose qu'il aurait dû faire, c'est respecter la licence. Et tout Wikipédia est sous une licence libre un peu particulière, qui s'appelle de Creative Commons, qui s'appelle CC by SA, qui vous dit juste, ce que vous reprenez, vous le laissez en libre. C'est-à-dire que si vous écrivez un livre avec, moi je peux reprendre votre contenu, vous ne pouvez pas réclamer de droit d'auteur dessus. Sur la partie où vous avez repris Wikipédia. Et deuxièmement, vous citez l'auteur. Pour Wikipédia, c'est un peu compliqué, parce que c'est des auteurs multiples. En général, ce qu'on demande, c'est juste de mettre un lien vers l'article ou dire ça vient de tel article de Wikipédia.
comment on peut faire ce travail collaboratif? C'est simple, je y reviendrai ensuite, ça fonctionne sur un wiki, donc un logiciel collaboratif. Celui de Wikipédia, c'est MediaWiki, c'est un logiciel qui a été développé par la fondation Wikimedia, qui promeut le projet Wikipédia, et qui est un logiciel libre et que vous retrouvez aussi partout ailleurs. Je pense qu'à peu près environ les 2/3 des wikis qui tournent, que ce soit des wikis territoriaux, des wikis d'entreprise, ou ce que j'appelle des wikis passion, c'est des gens qui montent des wikis parce qu'ils sont passionnés. Je crois qu'il y a un wiki qui existe sur la Ford Mustang, reprennent MediaWiki. Alors, du coup, de temps en temps, vous pouvez avoir l'impression que ça a la couleur, ça a la ressemblance, c'est un peu comme Canada Dry de Wikipédia. Un qui a fait défrayer un peu la chronique, même si maintenant ce n'est plus un wiki, c'est par exemple Wikileaks, qui s'appelle Wikileaks parce qu'au départ, il reprenait le format wiki, et d'ailleurs il utilisait le logiciel MediaWiki. Vous en avez d'autres, hein, je reviendrai aussi sur un exemple aussi, qui est par exemple Intellipedia, qui reprend le logiciel MediaWiki, qui se sont beaucoup inspirés de Wikipédia, qui sont même venus voir comment ça fonctionnait, et qui est le wiki des services de renseignement américains. Wikipédia, c'est assez simple, ça surprend aussi beaucoup les gens, ça repose sur 5 principes fondateurs, et ce sont les seules règles fixes sur Wikipédia. Une règle qui peut paraître simple, c'est Wikipédia, c'est une encyclopédie. C'est-à-dire que Wikipédia, ce n'est pas un site d'actualité, ce n'est pas un forum, ce n'est pas une tribune de propagande, c'est une encyclopédie générale, et qui se veut couvrir tous les domaines. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous venez d'écrire une dernière thèse sur, je sais pas moi, de l'astrophysique, je prends cet exemple-là, parce que il y a eu ce problème-là sur Wikipédia un jour, elle n'a pas à être sur Wikipédia. Wikipédia, ça va être on va n'y mettre que des connaissances connues ou reconnues. Ensuite, il y a un deuxième point qui est important, c'est la neutralité de point de vue. Ce en quoi, là, on peut déjà se différencier de certaines encyclopédies. On comparait souvent le mode de contribution, même, avec toutes les réserves, bien sûr, avec l'encyclopédie de Diderot. L'encyclopédie de Diderot, par exemple, n'avait pas cette neutralité de point de vue. Elle militait clairement pour sortir, entre guillemets, de l'obscurantisme. Ce n'est pas du tout le cas de Wikipédia. Je prends un exemple, réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il va être indiqué sur l'article, du moins j'espère, que c'est la théorie généralement admise par la plupart des scientifiques, mais que certains contestent cette théorie. On va toujours donner les 2 points de vue, et ça va être après au lecteur de se faire sa propre opinion, sachant qu'évidemment, le poids de chaque thèse va être décrite un peu suivant le poids qu'il a dans le pays. Je prends un autre exemple, évolutionnisme contre créationnisme. Si vous prenez le Wikipédia en français, donc qui est écrit par la communauté francophone, majoritairement par des Français, environ à 70%, il est évident que la théorie évolutionniste va largement dominer, parce que la théorie créationniste n'a peu de poids et peu de résonance en France. Si vous prenez le Wikipédia en anglais, donc qui est aussi écrit très largement par des Nord-Américains, la théorie créationniste existe, et donc elle va être plus largement citée, développée. Publié sous licence libre, donc je vous en avais déjà un peu parlé. Que dire de plus? C'est comme un des fondements de Wikipédia. C'est-à-dire que Wikipédia, c'est vraiment fait pour le partage de la connaissance. Le but de Wikipédia, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un écrit sur Wikipédia, sa principale motivation, ça ne va pas être forcément son ego, puisque la plupart du temps, il va être sous pseudonyme, il ne va pas être connu, peu connu. Ça va être qu'il a envie de partager la connaissance. Il sait quelque chose, il a un domaine, en général, qui est un domaine qui le passionne, pas forcément son domaine professionnel. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'allais dire un lourd passé, mais c'est presque ça. Un lourd passé dans la location automobile, je ne vais pas forcément contribuer sur le monde de la location automobile. Par contre, je vais beaucoup contribuer sur la géographie. J'ai une frustration de ne pas avoir fait d'études de géographie. Je vais beaucoup contribuer sur la politique américaine, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et c'est souvent le cas des gens qui contribuent à Wikipédia. Vraiment, cette notion, une chose importante à retenir, c'est le partage de la connaissance. Ensuite, il y a une autre règle qui a été rajoutée, c'est celui de règles de savoir-vivre. Alors, il y a un certain nombre de règles qui ont été développées par la communauté pour dire comment est-ce qu'on arrive à écrire un article, comment est-ce qu'on règle les polémiques. Il y a certaines
versions de Wikipédia qu'on crée, par exemple, des comités d'arbitrage pour gérer les conflits, ainsi de suite. Tout ça, ça va être règle de savoir-vivre. Et ensuite, paradoxalement, ça va être presque la règle la plus importante, il n'y a pas d'autre règle fixe. Le principe de Wikipédia, c'est n'hésitez pas, lancez-vous. Vous avez une connaissance, il y a un sujet que vous maîtrisez, vous connaissez les sources, vous êtes capable de les citer, eh bien allez-y, lancez-vous et créez l'article. Si vous avez envie qu'un article soit créé et que vous ne le connaissez pas, alors là, il y a un peu une sorte de motto chez Wikipédia, c'est « la pomme est un fruit ». Pourquoi la pomme est un fruit ? Parce que si vous allez sur cet article-là, si vous le regardez, le tout premier succès sur Wikipédia, comme sur tous les wikis, vous pouvez retrouver l'historique, c'est-à-dire dès qu'il y a une modification d'une virgule, c'est archivé, on peut retrouver le pseudo qui a fait la modification et quelle modification il a faite. La première phrase, c'est « la pomme est un fruit ». Quand vous regardez maintenant l'article, vous avez un article général sur la biologie de la pomme, l'économie de la pomme, les différentes variétés de la pomme, ainsi de suite. Donc c'est souvent le motto sur Wikipédia, c'est quelqu'un qui dit « j'aimerais bien un article, j'aimerais bien qu'il y ait ça ». Dans les discussions sur les forums sur Wikipédia, on lui répond « la pomme est un fruit », c'est-à-dire « lance-toi ». Si tu ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui viendra, qui modifiera l'article, qui complétera toujours, qui arrivera à rajouter une autre information, ainsi de suite. Même si on est spécialiste d'un domaine, alors c'est aussi ça qui peut être de temps en temps la frustration qu'on peut avoir sur Wikipédia. Vous pouvez écrire un article très complet, vous avez quelqu'un d'autre qui va arriver derrière, qui va compléter, qui va modifier. Des fois, ça ne va pas vous plaire, il peut y avoir des dialogues, il peut y avoir des échanges, ce qu'on appelle nous en interne des guerres d'édition. Mais in fine, l'article va toujours s'améliorer. Ça ne va pas être forcément en ligne croissante, il va y avoir un peu de temps en temps des baisses, de temps en temps, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va coller un bandeau, va mettre en travaux, il va reprendre complètement, restructurer l'article. Mais grosso modo, l'article sera sur le temps, à moyen terme, en bonne évolution, j'allais dire. Licensible, je suis un peu déjà revenu là-dessus, donc je ne vais pas réinsister. Le principe du wiki. Alors, wiki, c'est quoi ? C'est un site web avec des liens hypertextes, mais surtout, c'est que chacun peut écrire ou illustrer, modifier un document. Le nom vient d'où ? Le nom vient de l'hawaïen, WikiWiki. Ceux qui ont eu la chance d'aller à Honolulu le voient peut-être, ce sont des navettes rapides qui circulent un peu partout dans la ville, qui ne sont pas d'horaire, vous l'attendez, en général vous l'attendez guère plus de 5 minutes. Ces navettes portent le nom hawaïen WikiWiki, et en fin de compte, la personne qui a inventé ça, l'américain Ward Cunningham, qui allait à Hawaï, a lancé le premier logiciel wiki en l'appelant WikiWeb. Comme je vous le disais tout à l'heure, celui qui est utilisé par Wikipédia, c'est MediaWiki, on le retrouve sur beaucoup d'autres. Et du coup, se sont développés des centaines d'autres wikis. Je n'insisterai pas forcément sur les wikis d'entreprise, il y a plus spécialistes que moi ici. Vous avez aussi des wikis territoriaux qui commencent beaucoup à se développer. Pas forcément d'ailleurs encyclopédiques. Il y en a deux, par exemple, qui fonctionnent très bien, qui sont Wikibrest et Wikimanche. Et je reviendrai un peu là-dessus après, tout à l'heure, ce qui montre bien pourquoi de temps en temps un wiki peut fonctionner, un wiki ne peut pas fonctionner. Il y a un wiki Paris qui avait été lancé qui n'a pas fonctionné. Parce que, entre autres, je pense, théorie personnelle, mais il n'y avait pas l'identité. Wikibrest, être brestois, ça signifie quelque chose. Wikimanche, être du Cotentin, même quand vous êtes normand, mais vous êtes quand même du Cotentin, ça signifie quelque chose, ça peut fonctionner. Ça peut être aussi souvent la même chose dans les wikis d'entreprise. Ça nous arrive de temps en temps qu'on soit consulté par les entreprises et on dit « Ah ouais, moi j'aimerais bien monter quelque chose comme Wikipédia, comment ça fonctionne, ainsi de suite. » Le problème, souvent, c'est que si vous n'avez pas la communauté, si vous n'avez pas un sentiment d'identité qui vous réunit, il y a assez peu de chances, théorie personnelle, mais il y a assez peu de chances pour que le wiki fonctionne. Et ensuite, vous avez les wikipassions, c'est tous les gens qui sont passionnés par un sujet, qui peut être très varié, je parlais de la forme Mustang, qui vont se réunir dessus et qui vont créer un wiki dessus pour justement pouvoir échanger, pouvoir bâtir une connaissance. Alors, quelle organisation sociale il y a dans Wikipédia ? En fin de compte, vous avez 3 grands types de contributeurs. Vous avez ce qu'on appelle les contributeurs anonymes ou sous IP. Ce qui surprend et ce qui souvent choque les gens un peu, comme le fait que les gens puissent contribuer sous pseudonyme. Et pour nous, c'est quand même assez important. On préférerait qu'ils contribuent sous pseudonyme, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la communauté, qu'ils contribuent de plus en plus. Mais ce sont des gens qui souvent vont faire une petite modification, une petite correction, une faute d'orthographe ou une mise à jour sur un domaine ou ainsi de suite. Des fois, un peu banal, il y en a un par exemple qui contribue régulièrement et qui modifie régulièrement la doyenne de l'humanité, comme ça, donc tous les jours il rajoute, il modifie, et ainsi de suite. Vous en avez qui contribuent à ce qu'on appelle le PEON, c'est-à-dire le statut de base, qui ne cherche pas forcément à prendre plus de place dans la communauté,
qui va être le contributeur lambda. Et ensuite, après, vous avez des statuts qui ont été définis un peu dans la communauté. Alors, check user, c'est une fonction un peu particulière, ce sont des gens qui vont vérifier l'adresse IP, principalement pour lutter contre des usurpations d'identité ou pour faire éventuellement des blocages d'IP. C'est-à-dire quelqu'un qui fait régulièrement du vandalisme à partir d'une adresse IP, on va pouvoir bloquer son adresse. Il ne pourra plus contribuer à partir de cette adresse IP sous Wikipédia. Administrateur, toute une polémique sur le nom à donner, ce sont des gens qui vont avoir un peu plus de droits par rapport au logiciel MediaWiki, qui vont par exemple pouvoir supprimer des articles directement, suppression immédiate. Normalement, la suppression d'articles passe par des process de... Mais bon, là, il peut y avoir par exemple des vandalismes ou de la diffamation, ceux qui vont intervenir. Et puis d'autres fonctions qui sont des fonctions plus techniques que celles de bureaucrate et steward, mais qui permettent grosso modo un peu de gérer la communauté. Mais malgré ces statuts, il n'y a pas de hiérarchie. C'est ce qui surprend souvent sur Wikipédia. Alors, Wikipédia, j'ai tendance à dire, c'est de l'autogestion qui fonctionne, et c'est vrai. La seule hiérarchie qui est reconnue, c'est la hiérarchie sociale, c'est vos contributions. Ça m'est arrivé un jour, ça va être sur la bataille de Normandie, de m'accrocher avec un nouveau contributeur qui est arrivé, et il me jette à la figure dans le forum. Et je suis maître de conférence en histoire. Je lui dis, je ne peux pas le vérifier. 2, il y a un certain nombre de règles sur Wikipédia, et si par hasard on arrive à l'arbitrage, on me donnerait raison à moi, parce que moi ça fait 5 ans que je contribue sur Wikipédia, je peux prouver la qualité de mes articles, je peux prouver mes sources, que vous arrivez avec une théorie, mais vous ne citez aucune source, elle n'est pas connue, elle n'est pas reprise par les principaux historiens, voilà. Donc à la limite, après on va établir un dialogue, mais ça peut toujours être un peu une difficulté pour l'expert qui arrive, en disant, mais attendez, moi je connais, je sais, mais ce n'est pas le fonctionnement de Wikipédia. Ce qui va faire sur le fonctionnement de Wikipédia, c'est vraiment, vous êtes jugé sur vos contributions. Alors, une des choses aussi qui surprend sur le Wikipédia, c'est l'anonymat. J'en dis, mais on ne sait pas qui écrit, là. Vous allez avoir quelqu'un qui va écrire sur Microsoft, par exemple, c'est peut-être le concurrent de Microsoft, ce qui est le cas. Hein. Je suis intervenu récemment sur une fonction, c'était administrateur des affaires maritimes. Enfin, mon père était administrateur des affaires maritimes. Il y avait une guéguerre sur le titre, sur les fonctions, ainsi de suite. Et en faisant des vérifications d'adresse IP, il s'avère que la guéguerre, c'était 2 personnes du même ministère à 2 étages différents. Et en fin de compte, c'était les inspecteurs des affaires maritimes qui critiquaient les administrateurs des affaires maritimes. Ouais, ce genre de guéguerre qui peut facilement arriver. J'ai regardé avant de venir, par exemple, l'article sur les SEC, la dernière modification sur les SEC, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a rajouté sur les SEC, sans citer de source, mais les SEC est devenu la première école de commerce. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui a remodifié aussitôt derrière en disant, non, la plupart des sources disent que c'est HEC et les SEC, et selon certains autres magazines, classé 2e. Vous voyez, ce genre de choses qui peut arriver. Mais l'anonymat, il apporte aussi beaucoup de choses. Je connais quelqu'un, par exemple, qui contribue de manière excellente sur les articles sur l'érotisme. Je pense qu'il n'aimerait pas du tout qu'on sache qui il est, par exemple. L'anonymat, accessoirement, ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de contributeurs qui contribuent de leur entreprise. Et donc je ne souhaiterais surtout pas me priver. Et de manière globale, ça peut permettre à quelqu'un, entre guillemets, un peu de se libérer, de ne pas avoir à se justifier. Ce qu'il a justifié, on revient toujours à la même chose. Il sera jugé sur ses contributions. C'est-à-dire, ça arrivait un cas, ça fait un peu polémique, d'un Américain qui s'était paré de beaucoup de titres, qui avait énormément contribué sur les sujets de la théologie aux États-Unis, et dont il a été prouvé que les titres qu'il avait n'étaient pas bons. Donc ça fait un peu polémique, sauf qu'on revient toujours à ses contributions. Et que ses contributions étaient excellentes et elles étaient justes. Donc c'est pour ça que l'anonymat, là-dessus, on n'a pas une politique. C'est-à-dire certains contribuent sous leur vraie identité, mais il y a aussi le phénomène d'Internet où on contribue aussi beaucoup, la culture d'Internet où on contribue beaucoup aussi sous des pseudos. Mais l'anonymat, grosso modo, je pense, favorise Wikipédia, favorise la qualité de Wikipédia. Alors les problèmes qui sont liés à cette organisation, c'est la réactivité. Il y a une surréaction. Vous avez déjà un article en, une quinzaine de langues sur la mort de Ben Laden, et vous l'aviez dans les minutes qui ont suivi, même au milieu de la nuit, parce que vous avez toujours un contributeur, même en français, qui va pouvoir y contribuer, qui va pouvoir ajouter. Donc, et là, on peut s'éloigner un peu de l'aspect encyclopédique pour reprendre ce que ne devrait pas être Wikipédia, c'est-à-dire un site d'actualité. Même si là aussi, ça va se modérer, l'article va devenir de plus en plus encyclopédique, il va y avoir de plus en plus de choses. C'est-à-dire que, si je prends cet exemple précis de la mort de Ben Laden, sur l'article de Wikipédia, au moment où je l'ai regardé, c'est à peu près au milieu de la nuit, vous aviez déjà beaucoup plus de distanciation et un aspect beaucoup plus encyclopédique que ce que vous pouviez avoir, par exemple, sur la presse.
BFM TV continuait d'alimenter en disant il y a la photo de Wikipédia. Je vais accélérer. Vous avez la photo de Wikipédia. C'était déjà dit sur le site qu'il y avait déjà des fausses photos qui circulaient. L'autogestion de la communauté, avec tout ce qui est problème d'interaction entre individus, ce que vous pouvez connaître partout, sauf que Wikipédia, c'est pas comme un wiki d'entreprise. Vu qu'une entreprise, on pourrait penser qu'il y a des limites intrinsèques au fait de l'autorité de l'entreprise. Sur Wikipédia, c'est pas le cas, et pourtant, malgré tout, ça fonctionne. Un des problèmes maintenant qu'on commence à rencontrer, sur lequel notre association, la Fondation et le mouvement Wikipédia va travailler, c'est l'accueil des nouveaux contributeurs. Parce que le fait d'avoir formé une communauté qui est ensemble, qui s'est fixé des règles, qui a autodéfini des règles au bout d'un moment, fait que l'accueil d'un nouveau contributeur peut être un peu difficile. Je prends juste un exemple. On est en train actuellement de travailler avec le CEMAF, qui est un organisme du CNRS qui travaille sur l'Afrique, sur toute l'histoire, la géographie de l'Afrique. Il y a une personne du CEMAF qui écrit un premier article sur un peuple du Congo, qui ne cite pas forcément ses sources, avec un nom un peu bizarre. Il y a un administrateur qui arrive, qui dit « c'est quoi ça doit être du vandalisme », hop, qu'il le supprime aussitôt. Vous voyez, ce genre de choses qui peut être... Alors, je suis en train d'initier un mouvement qui s'appelle « Ne mordez pas les nouveaux », justement, pour... Ensuite, il y a la répartition des tâches ingrates, parce qu'il y a des tâches ingrates, correction d'orthographe, ainsi de suite, même s'il y a beaucoup de robots qui tournent. Et ça, paradoxalement, ça fonctionne. Vous avez des gens, ce qu'on appelle chez nous un peu des wikifourmis, qui disent « moi, ce site, je le trouve super, mais je ne me sens pas assez à l'aise, pas assez de connaissances pour contribuer, pour écrire des articles. Par contre, je peux les catégoriser, je peux corriger les fautes d'orthographe, les fautes de style, je peux rajouter les liens interwiki, parce que si vous prenez un article sur en français, vous allez avoir les liens qui vont vous orienter vers tous les autres articles dans les autres langues. Ceux-là vont le faire. Il y a les problématiques plus générales, par exemple la gestion des groupes de pression. Alors, je mis cela parce que c'est les attaques qu'on a pu avoir. On a eu aussi une très grosse attaque de la scientologie, où la scientologie a massivement attaqué Wikipédia pour refaire tous ces articles. Ce qui montre aussi un peu la force de Wikipédia, c'est que grosso modo, on a à peu près réussi à résister à la scientologie. Donc là, par exemple, les check users ont bloqué la plupart des sites de la scientologie. Mais on sait qu'il y a ce genre de choses qui peuvent arriver. Tous les problèmes liés à une écriture collaborative, comment vous percevez le problème. Je reprends cet exemple de la mort de Ben Laden. Est-ce qu'on dit mort de Ben Laden? Est-ce qu'on dit assassinat de Ben Laden? Est-ce qu'on dit tentative pour avoir... Voilà, chose de genre. Mais même là, si vous voulez, je suis assez positif sur Wikipédia. Je prends un sujet un peu sensible, le génocide arménien. Génocide arménien, vous allez avoir une vision francophone qui va être, définir presque une vision occidentale de la chose. Je vais vous parler de ça d'il y a un an, parce que l'article a sans doute évolué, mais je ne parle ni turc ni arménien, donc je m'étais quand même fait traduire les deux articles du génocide arménien en turc et du génocide arménien en arménien. Génocide arménien en arménien cite clairement, c'est un génocide, ainsi de suite, mais reconnaît que la Turquie ne reconnaît pas ça comme génocide. L'article en turc est beaucoup plus alambiqué, beaucoup plus difficile. Il ne parle pas de génocide, il parle de massacre. Ils arrivent quand même dans leur introduction à parler du fait que des Arméniens ont aussi tué des Turcs, mais ils arrivent quand même à dire que dans la communauté internationale, c'est reconnu comme génocide. Et pourquoi c'est reconnu comme génocide? Et quand je vois des choses comme ça, je reste très positif par rapport à l'évolution que peut avoir Wikipédia et ce projet-là. Et deuxième problème qu'on maintenant rencontre, c'est éventuellement la pub, l'autopromotion des gens qui, parce qu'ils ont écrit un livre ou fait une petite étude, hop, se créent, ils considèrent que Wikipédia, ça va être vidéo, et je peux mettre mon CV, et puis comme je sais que c'est très bien référencé par Google, je peux avoir un effet. Donc là, il y a quand même une vigilance, et pas mal d'articles qui peuvent être supprimés, ou même, par exemple, les services de communication des entreprises qui vont vite surveiller leur article, leur page de Wikipédia, et qui vont dire « Oula, tiens, là, il y a une polémique, hop, je la supprime », ainsi de suite, chose qu'on peut voir actuellement. Il me reste combien de temps ? Je peux en parler des heures, de Wikipédia. Les principales critiques, c'est quoi Wikipédia? C'est ouvert, tout le monde peut déterminer ça. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je contribue de manière très active sur Wikipédia. Il y a 5 ans, dans ma propre famille, on me disait « Mais attends, Wikipédia, c'est n'importe quoi, un truc ouvert, comme ça, tout le monde peut contribuer, et ainsi de suite. » Maintenant, je suis invité à l'ESSEC, donc ça a évolué. J'en parlerai, parce qu'il y a 2 ans, j'en parlerai. En fin de compte, il y a une étude du Massachusetts Institute of Technology qui a démontré que le vandalisme sur Wikipédia en anglais, s'ils l'ont fait que sur Wikipédia en anglais, durait moins de 2 minutes. Alors, il y a des vandalismes, ce qu'on appelle le vandalisme collégien. On a des systèmes de logiciels, de robots qui le repèrent assez vite. Il y a des vandalismes un peu plus subtils, mais en fin de compte, Wikipédia, c'est contrôlé. C'est contrôlé d'abord, il y a un premier niveau de contrôle logiciel. Ensuite, il y a un deuxième niveau de passionnés de Wikipédia qu'on appelle des patrouilleurs. C'est des gens qui, en temps réel, regardent les principales modifications, qu'au bout d'un moment, ont l'habitude de savoir. Ils ne vont pas forcément, par exemple, contrôler les miennes, parce que je suis un contributeur depuis longue date, et ils savent que je ne vais pas tout d'un coup vandaliser Wikipédia. Mais
certaines pseudos, certaines IP qui ont été problématiques, ils vont les surveiller et donc ils vont pouvoir modifier. Il y a un troisième niveau qui est la liste de suivi. Moi, j'ai comme ça, je sais pas, je dois avoir 500 ou 600 articles dans ma liste de suivi. S'il y a une modification, je suis averti de la modification, donc je peux aller vérifier. Donc on arrive à peu près comme ça, malgré le système ouvert, à limiter la casse. Mais ce système ouvert, il permet aussi beaucoup de choses. Il permet que si un jour quelqu'un a une connaissance, voit une faute, ainsi de suite, il peut la corriger. Et grosso modo, vous avez beaucoup plus de modifications, que je qualifierais de positives, que de modifications négatives, et c'est ce qui fait le succès de l'encyclopédie. Absence de validation des experts. Ça aussi, deuxième chose. Après, qu'est-ce qu'on appelle un expert ? C'est assez étonnant, enfin amusant, parce que historiquement, Wikipédia, au départ, c'était une encyclopédie qui était validée par des experts. C'était un premier projet qui s'appelait Nupedia. Les gens écrivaient des articles, et l'article n'était publié que s'il était validé par un expert. Puis au bout d'un moment, ça fait un peu bouchon. Et puis pour le mode d'écriture de l'article, c'est un peu difficile. Donc a été créé en parallèle une sorte de draft ou de brouillon qui s'appelait Wikipédia, où les gens contribuaient. Mais Wikipédia a grossi, et il y avait le bouchon, la validation des experts ne se faisait pas. Et puis en comparant, les gens se disaient, mais les articles sur Wikipédia, ça tient la route, même si ce n'est pas validé par des experts. Et donc, le Wikipédia a été, entre guillemets, libéré et a tué Nupedia, qui est mort de sa belle mort. Ce qui est assez étonnant là-dessus, c'est que les deux créateurs de Wikipédia, donc Jimmy Wales et Larry Sanger, il était contre l'ouverture de Wikipédia. Il est parti, il a créé un autre projet qui s'appelle Citizendium, qui est, lui, un projet validé par des experts. Citizendium, ça existe maintenant depuis plusieurs années. Wikipédia existe depuis 10 ans, on fête notre 10e anniversaire cette année. Citizendium doit exister depuis 6 ans. Wikipédia, c'est 17 millions d'articles, dans 270 langues. Citizendium, c'est 10 000 articles ou 20 000 articles uniquement en anglais. C'est-à-dire qu'il s'est auto-limité. Et dans les comparatifs, les articles de Wikipédia sont supérieurs en termes de qualité aux articles de Citizendium. Donc le fait d'une validation par expert, en fin de compte, n'apporte pas forcément grand-chose en termes du champ de la connaissance. Bon, l'anonymat des contributeurs en est venu. Notre qualité de point de vue, avec toujours le risque d'arriver à un consensus. Je parlais par exemple du réchauffement climatique. C'est sur le réchauffement climatique. Si vous lisez l'article, vous dites « Ouais, mais attends, ils y croient ou ils y croient pas là ?» Voilà. On vous donne les éléments pour. Voilà. Les groupes de pression, on en a parlé. Les lacunes dans le panorama des connaissances. Alors effectivement, certains sujets, il y a une blague interne dans Wikipédia qui dit « Bon, ok, si Wikipédia, on enlève les Pokémon, on enlève les actrices pornographiques sud-américaines, on enlève les joueurs de football, on enlève les séries américaines, qu'est-ce qui reste ?» Grosso modo, on a supprimé 85% de Wikipédia. Ouais, mais malgré tout, les 15% qui restent sont supérieurs largement à toute encyclopédie existante. Ensuite, le manque... Un des défauts qui me gêne le plus, c'est peut-être un manque de hiérarchisation de l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être un sujet encyclopédique important, de qu'est-ce qui ne va pas être important. Dans Wikipédia, vous aurez tout. Ça sera un peu à vous d'aller choisir ce qui vous intéresse un peu comme sujet. On ne va pas vous dire, écoutez, je ne sais pas, moi, le réchauffement climatique, c'est plus important que le dernier personnage d'Harry Potter. Vous allez avoir l'ensemble de la connaissance. Alors, Wikipédia est-elle fiable ? Toujours une question qui revient. Alors, là-dessus, il n'y a eu que 2 grandes études. Notre association espère pouvoir en mener une sur le Wikipédia en français, s'il reste une encyclopédie française d'ici là. Sur Wikipédia en anglais, il y avait une étude qui avait été faite par le magazine Nature sur Britannica, et vous voyez qu'on n'était pas sur des taux d'erreur qui étaient... Britannica était à 2,93, Wikipédia était à 3,86. Ce qui est intéressant surtout, c'est que moins de 24 heures après la publication de l'étude, toutes les erreurs sur Wikipédia étaient corrigées. 3 mois après, les erreurs sur Britannica existaient toujours. Et sur le Wikipédia en allemand, qui va être celui qui va nous ressembler le plus, parce que sur Wikipédia en anglophone, anglais, 50% de la population qui contribuent sont des anglophones de langue maternelle, mais 50% d'autres personnes sont des personnes qui, comme moi, parlent anglais. C'est-à-dire, moi, sur certains articles sur la France, je vais contribuer sur le Wikipédia anglophone. Alors, sur le Wikipédia en allemand, vous allez vraiment avoir une communauté germanophone. Et là, vous voyez que sur 50 articles, l'article sur Wikipédia était meilleur que Brockhaus, qui est la grande encyclopédie allemande. Qu'est-ce qui permet de ce degré de fiabilité ? Je vais pas revenir, j'y suis largement passé. La seule chose, c'est ça. Est-ce qu'on atteindra une fiabilité à 100% ? Non, jamais. Et d'ailleurs, vous le voyez même au logo de Wikipédia. La sphère, elle n'est pas fermée. Elle ne le sera jamais. Le projet est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Il y a toujours des nouveaux articles qui arrivent. Enfin, de manière, la connaissance progresse. C'est une encyclopédie ouverte et qui sera toujours en perpétuelle évolution.
Rapide point, parce que quand même, on est dans une business school, je crois. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste des wikis d'entreprise. Moi, j'avais proposé, il y a 5 ans de ça, à mon entreprise, de faire un wiki. À l'époque, waouh, un wiki, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lubie de Thierry Coudray encore? Grosso modo, c'était de dire, si on a location automobile, les 2 tiers du travail, c'est de la gestion de l'information, et l'autre tiers, c'est du financement. Et la gestion de l'information, sur le wiki, il y avait possibilité de créer, de bâtir une base de connaissances. Et d'ailleurs, maintenant, alors, on reviendra là-dessus sur le dernier point, sur la mentalité latine, on commence à être consulté pour savoir, grosso modo, comment ça fonctionne Wikipédia, comment nous, on pourrait reproduire ça un peu dans notre entreprise. Ça commence à venir en France, mais par exemple, ça a déjà été le cas d'une démarche aux États-Unis. Les États-Unis, après les attentats du 11 septembre, ont vu qu'ils avaient un problème dans la circulation de leur information dans différentes agences de renseignement. Ils avaient l'information. Ils savaient que les attentats, qu'il y avait un risque d'attentat par avion, ainsi de suite, mais l'information n'est pas arrivée aux bonnes personnes. Donc ils ont créé un logiciel, enfin un wiki qui s'appelle Intellipedia, avec 3 niveaux de sécurité, un niveau où seulement, je crois, quelques centaines de personnes peuvent y arriver. Sur le 3e niveau, je crois qu'il y a 8000 collaborateurs. Et le but, c'est que toutes les agences collaborent entre elles. Alors eux, ils sont venus, ils ont été voir la fondation pour savoir, mais quels sont les problèmes de la communauté, comment se font les échanges, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de hiérarchie, d'autorité, de conflit, ainsi de suite et tout. J'aurais bien aimé qu'on ait ça en France. Nous, la seule chose qu'on a eue en rapport avec les services de renseignement français, c'est tout début de Wikipédia, c'était de venir voir, oula, c'est quoi ce truc? Ça, c'est pas une tentative d'influence américaine sur l'Internet français. Et maintenant, de temps en temps, on est convoqué à la DCRI pour nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire qui a mis ce truc qui est confidentiel défense sur Wikipédia? De la même manière, c'est aussi ne pas perdre une connaissance. Le FBI, par exemple, ils ont un problème, c'est qu'ils ont eu toute une génération de population qui partait à la retraite. Et ils se sont dit, ah mais là on a un souci, là, on va perdre une connaissance. Et donc ils ont créé l'équivalent de Wikipédia, plus particulièrement destiné à ces personnes-là, qui ont continué à y contribuer, même retraités, pour faire partager leurs connaissances et leurs compétences. On a eu, par exemple, cette question-là, nous, sur une grande société du luxe, qui est arrivée, qui avait le même problème. C'est-à-dire, comment je peux faire? Moi, j'ai des ouvriers qui ont une compétence, qui ont une connaissance, mais qui risquent un peu de la perdre. Comment je vais faire pour que ces gens-là puissent contribuer librement? Est-ce que le wiki peut être la bonne solution, indépendamment de la hiérarchie? Je l'avais dit tout à l'heure à propos de Brest ou de Cotentin, c'est aussi vrai sur Wikipédia. Pourquoi est-ce que Wikipédia marche? C'est parce que les gens ont vraiment l'impression, le sentiment d'appartenir à une communauté. Ça, c'est très important. Je pense que vous le retrouverez aussi probablement en entreprise. Si les gens n'ont pas ce sentiment de communauté, bâtir un wiki, à mon avis, c'est illusoire. L'intelligence collaborative, je préfère ce terme-là au terme d'intelligence collective, parce que l'intelligence collective, ça peut avoir un sens très vaste et très... On peut mettre différentes acceptions sous ce terme-là. Intelligence collaborative, c'est vraiment des gens, chacun apporte sa petite pierre, chacun va améliorer les choses, chacun va apporter une connaissance que l'autre n'a pas, ainsi de suite. Et enfin, le wiki et l'autorité. Alors, j'ai cité l'exemple d'Intellipedia, je vais vous en citer un autre. Je faisais une conférence au Sénat, il y a quelqu'un qui me dit, un sénateur qui intervient, qui dit « Ouais, mais quand même, Wikipédia, tout le monde peut écrire n'importe quoi, il n'y a personne qui contrôle, il n'y a pas d'autorité, ainsi de suite. Comment on sait la fiabilité du site ?» Et donc je lui dis, on va prendre l'exemple du site web du Sénat, très bien fait, très sérieux, ainsi de suite. Sauf que sur le site web du Sénat, il y a une grosse erreur. Ça dit que le président du Sénat est le 2e personnage de l'État. C'est repris à peu près dans la plupart de la presse. D'ailleurs, si je pose la question dans l'Assemblée, je pense que la plupart des gens diront, bah oui, c'est le 2e personnage de l'État. Ah bon? Sur Wikipédia, pendant longtemps, ça a été marqué le 2e personnage de l'État. Puis un jour, il y en a un qui a levé le doigt et qui a dit, mais pourquoi est-ce que c'est le 2e personnage de l'État? Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a une référence? Donc il y a des Wikipédiens qui ont commencé à chercher. La seule chose qu'il y a, c'est l'ordre protocolaire de la République, une dernière révision qui a eu lieu il y a 2 ans. Et l'ordre protocolaire de la République, 2e personnage de l'État, c'est le Premier ministre. Président du Sénat, il arrive 3e. Est-ce que vous pensez que le webmaster du Sénat, il va aller dire « au fait, c'est pas juste ça », parce qu'ils le savent pertinemment, tous les sénateurs savent pertinemment que c'est pas ça. Mais voilà, ça valorise, et l'autorité suprême, président du Sénat, en l'occurrence, ce n'est pas le président du Sénat actuel qui avait fait cette modification-là, mais il s'est bien gardé de la changer. Et ça, c'est un exemple type du fait que l'autorité, oui, mais si vous ne pouvez pas la remettre en question, on revient aussi un peu à Intellipedia. Intellipedia, il y avait, je crois, une personne du FBI ou de la CIA dans le Minnesota qui était au courant de l'information de gens qui prenaient des cours de pilotage, mais qui n'a jamais réussi à la faire remonter. Ben là, on est un peu dans ce problème-là. Ensuite, il y a le problème de la mentalité latine. Ça me permet de taper un peu sur les secs.
Ouais. On a dépassé, ça m'a rendu Ouais, non. mais en même temps... Non, je finis juste là-dessus. En fin de compte, ce qu'on a remarqué, c'est que les wikis, c'est le cas aussi un peu de Wikipédia, moins, mais les wikis de manière générale fonctionnent mieux, par exemple, sur la sphère scandinave ou sur la sphère asiatique, vont fonctionner correctement sur la sphère anglo-saxonne, mais moins bien sur la sphère latine, parce qu'on pense qu'il y a cette notion d'autorité, qu'on a du mal avec un système comme ça qui soit fonctionné, autogéré, ainsi de suite. Je cite mon exemple avec l'ESSEC. Il y a 2 ans, alors maintenant on commence à avoir une reconnaissance en France. Je ne m'en inquiétais pas parce qu'il y a 2 ans, je voyais déjà qu'on avait la reconnaissance en Suède, on avait la reconnaissance aux États-Unis. Je me dis, ça va arriver en France. Donc je cite, voilà, l'ESSEC. Il y a 2 ans, j'avais écrit à l'ESSEC pour leur dire, mais si vous voulez, nous, il y a Wikimedia France, on fait des conférences, on explique ce qu'est Wikipédia. Pas vous, je vous rassure. J'attends toujours la réponse. Et pourquoi est-ce que je l'avais fait? Parce qu'à la même époque, il y avait une grande conférence qui avait été organisée par une université de Hong Kong sur notre association sœur Wikimedia Hong Kong. Et de la même manière, il y avait une conférence qui était organisée à la demande de la Columbia University à New York pour dire mais comment ça fonctionne Wikipédia. Donc effectivement, on a remarqué que sur la sphère latine, probablement pour cette notion d'autorité, peut-être aussi sur le fait de la communauté. Alors il y a certaines choses qu'on montre aussi que ça pouvait, qu'il y avait un peu les mêmes soucis avec les cercles de qualité. Le wiki avait un peu plus de mal à s'implanter. Alors, si vous voulez en savoir plus, donc vous avez mon adresse mail, notre site web et notre blog. Merci.